Bonjour Marisol. Salut Olivia. Bon, alors du coup, c'est moi qui vais introduire cette vidéo, cet échange qu'on va avoir entre toi et moi, Marisol. On s'est déjà rencontrés sur Olam. Il y a une interview que j'ai réalisée de toi il y a à peu près une semaine sur la chaîne YouTube de Olam, la chaîne de Alain Eskenazi et moi-même, sur laquelle je réalise des interviews au cœur de l'histoire. Et tu nous as partagé ton chemin vers la réalisation du soi, ou comment c'est vécu, comment ça s'est vécu pour toi, en tout cas, Marisol, dans l'intime, voilà, des différentes étapes en tout cas. Et puis, on a bien rigolé quand même pendant cette interview. Je tiens à dire que ça a été un chouette moment. J'ai des amis qui m'ont fait un retour assez drôle et qui m'ont dit merci parce que ça fait aussi du bien de pouvoir rire de tout ça. Voilà, ça n'a rien de... En fait, la quête spirituelle, on peut croire que c'est un truc hyper sérieux. Et puis, en fait, plus quelque part ça se dévoile, plus les choses voilà, sont tranquilles. Et du coup, ben, le rire peut être là rapidement. On se prend plus trop au sérieux. On se prend plus trop au sérieux. C'est pour ça que ça devient un peu drôle. Et c'est pour ça que pour moi, ça me fait un peu sourire aussi de me prêter à ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui, et ça va se passer sur ma chaîne YouTube, tu m'as proposé de faire une interview. Tu m'as dit, bah écoute, Olivia, la prochaine fois, c'est toi. Et j'ai rigolé, je me suis dit, ouais, vas-y. Et puis au final, je t'ai dit, ah ouais, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire cette interview? Donc voilà, on va se prêter à ce petit jeu-là aujourd'hui de Marisol qui va m'interviewer, de Marisol qui va interviewer Olivia. Voilà, ça me fait sourire. On s'est fait juste une toute petite prépa là, juste avant l'interview pour voir un peu où est-ce qu'on avait envie d'aller. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurais envie, mon côté de journaliste va vouloir reprendre le dessus pour te poser des questions. Mais en fond de ça, en tout cas, ce qu'on a pressenti, ce qu'on a introduit, ce qu'on s'est dit toutes les deux, et puis qui va être aussi l'objet de la journée qu'on va organiser en avril, dont tu feras aussi partie, c'est cette démystification, c'est de vouloir enlever un peu ce mot réalisation du soi. Éveil, peut-être, on va le garder parce que ça, pour moi, ça indique plus quelque chose de l'ordre de l'expérientiel, de l'éveil est plus expérientiel. Mais le mot réalisation du soi, voilà, on était en train de s'interroger sur est-ce que ça mettrait pas dans une espèce de... Est-ce que ça mettrait pas une étiquette sur les gens un peu, voilà, un peu compliquée? Voilà, on s'interrogeait là-dessus. Donc, il y aura peut-être des questions qui vont émerger de mon côté pour savoir à nouveau, toi, comment tu définirais ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu te dirais éveillé ou réalisé? Voilà, j'avais cet élan de te poser cette question. Mais je vais en priorité te laisser la parole et te laisser me poser quelques questions que tu as concoctées sur ta page. À côté. Oui, c'est mon tour de te cuisiner. En Mais fait, il y je... avait cet élan-là dans l'interview qu'on a fait ensemble. Je me dis, ah, mais il n'y a pas de raison en fait qu'on pose pas toutes les questions à Olivia. Donc, Hmm. euh, donc voilà, je suis très contente que tu aies accepté. En plus, tu as pris du temps rapidement, quoi. Tu me l'as proposé et très rapidement, ça s'est fait. Mais merci à toi surtout de prendre ce temps. Avec plaisir. Bon, bah, du coup, la question classique, on va commencer par le commencement. Est-ce que, comment était ton enfance en fait? Est-ce que tu as vécu dans un milieu où les questions spirituelles, on va dire, dans un sens très large, étaient posées? Alors, moi, j'ai grandi dans une école catholique déjà, donc ça marque quand même, je pense, profondément quelque chose parce qu'on allait à la messe en fait à l'école. Et puis, je faisais aussi le catéchisme et j'allais à la chorale. Et donc, et Jésus était très, très présent, petite fille, je me rappelle. Je me revois, petite fille, un peu toute seule dans la cour de récré, un peu à côté de la plaque, hein, vraiment, la sans amis, quoi. C'est horrible de dire ce mot-là, mais j'étais un peu là. Déjà, j'étais très mature, très en avance sur pas mal de choses et très en retard et voilà, très en retard sur d'autres choses, notamment le relationnel. Enfin bon, on m'a fait sauter une classe, mais en fait, je m'y retrouvais pas. J'étais trop petite avec les autres, ça se passait pas bien. Donc, je pense que j'ai grandi un peu. Alors, ma famille avait pas forcément ces questions-là, ces questionnements-là. Même si je vois quand même chez mon père et ma mère quelque chose de l'ordre du don de soi, quelque chose qui est, voilà, c'est des gens très généreux, avec
plein de défauts voilà, d'humain, quoi, mais quand même dans ce don et dans ce cœur pur. Voilà, j'ai juste envie de l'exprimer comme deux personnes au cœur pur, vraiment. Mais je pense, petite fille, j'étais, moi, vraiment prise dans un gros questionnement de mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Pourquoi les gens sont si difficiles? Pourquoi il y a autant de colère? Mes parents se disputaient quand même beaucoup. Ma sœur était quand même pas... Voilà, c'était difficile pour elle d'accueillir sa petite sœur qui est venue 6 ans après. Et donc j'étais... Voilà, la sensation que j'ai eue quand j'ai grandi, c'était d'être un peu seule au monde et d'avoir près de moi, et je me rappelle cette voix qui me disait tout le temps quand j'étais petite, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. J'entendais ça souvent en fait. Je pleurais beaucoup, beaucoup petite fille. Je me rappelle avoir fait une première dépression. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital pour enfants à 7 ans, parce que j'arrivais plus à aller à l'école. Je lui disais que j'avais mal à la tête, donc ils m'ont emmené faire des examens en fait pendant une semaine en observation. Et évidemment, ils n'ont rien trouvé. Ah bah vous avez une petite fille très intéressante. Sauf que moi, je savais que profondément, ça n'allait pas, quoi. Donc c'était une forme de dépression, une forme de mal-être inexplicable et que j'ai essayé de détourner en jouant à la victime parce que moi-même, en fait, je ne me l'expliquais pas. Donc j'avais besoin de compréhension des autres. Et donc, je trouvais n'importe quelle situation de ma vie comme difficile. Et puis, du coup, j'en parlais et je pense que je me suis mis dans un mode un peu victime de la vie pour être aimée des autres ou pour qu'on me soutienne parce que moi-même, je ne comprenais pas ce que je vivais. Mais profondément, il y avait un vrai décalage avec les gens. Des questions sur l'environnement très, très tôt. Je me revois dans la cour de récré en primaire me dire, mais pourquoi on laisse tous les papiers traîner dans la cour? Enfin, voilà, il y avait une conscience des choses. Et en plus, je me rappelle très clairement de tout ça, quoi. Il y avait une conscience très claire des choses, mais j'étais très perdue, quoi. Très perdue, très triste et très enfermée dans un rôle de victime, quoi. Voilà, si je peux le dire comme ça. Mais toujours avec ce fond quand même de Jésus qui était là et qui était un peu mon copain, quoi. Qui était mon seul copain. Jésus qui était mon pote, voilà. Donc quand j'étais contente d'aller à la messe. Alors j'ai pas fait ma communion, mais j'étais baptisée, donc j'avais pas le droit de communier. Et d'ailleurs, ça c'était un truc que je comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi les autres enfants, eux, ils avaient le droit d'aller. En fait, moi, le truc que je trouvais cool, c'était pouvoir manger l'hostie. Mais je savais pas pourquoi je trouvais ça cool. Mais moi, j'avais pas le droit. Et c'était très bizarre. Donc, il n'y a jamais eu d'engagement plus que ça dans l'église, puisque mes parents n'étaient pas pratiquants. Et donc après, une fois que j'ai quitté cette école catholique, j'ai plus été vraiment à la messe. Mais petite, ouais, beaucoup, en primaire et jusqu'à la cinquième, quoi. Après, j'ai quitté cette école-là. Voilà, à peu près, pour résumer. Mais comment ça se fait que tu n'as pas fait ta communion? Ça, c'était pas quelque chose de... Parce que Je tu étais plus jeune que les autres? En fait, il y avait un décalage. Moi, j'étais dans une école catholique un peu bourgeoise du 92 à Bourg-la-Reine. Là, j'étais à une école qui s'appelle Notre-Dame. Et en fait, moi, je suis issue de famille. Ben, mon père était technicien et ma mère était secrétaire de direction. Donc, si tu veux, moi, j'avais des parents qui étaient pas, qui n'avaient pas le même niveau social que les autres. Mes parents nous avaient mis dans cette école privée pour faire des bonnes études. Vraiment, ils avaient mis un point d'honneur à nos études, à ma sœur et à moi. Et donc, ils nous ont mis dans cette école, mais nous, on était avec des fils dans cette école, les fils d'ingénieurs, fils d'avocats, médecins, etc. Et donc, ils avaient tous, et catholiques, et donc, ils avaient tous ces habitudes d'aller en dehors de cette école, de se retrouver, d'aller à la messe. Enfin, je pense qu'il y avait un truc, je pense qu'on faisait pas partie vraiment, enfin, moi, en tout cas, je faisais pas partie de ces groupes de parents ou d'enfants qui se retrouvaient en dehors de cette école, quoi. Donc la question ne s'est jamais posée. J'ai jamais fait ma communion, mais parce déjà, je me rappelle même pas qu'on m'ait posé cette question, et parce que mes parents, ils étaient pas trop au fait de tous ces trucs-là, en fait. Donc du coup, non, je faisais pas trop partie de ce monde-là. Donc déjà, il y avait une sensation de décalage au niveau du revenu, au niveau de la catégorie sociale, et ça, je m'en rendais vraiment compte qu'il y avait un décalage.
Donc je me sentais déjà pas du même monde, et puis je me sentais pas du même monde non plus parce que je me posais des tas de questions que je voyais bien que les autres enfants se les posaient pas, quoi. Je voyais chez les autres enfants quelque chose que je voulais qui était une forme d'insouciance. Mais ça, moi, j'ai jamais, enfin, j'ai connu ça peut-être avant l'âge de 4 ans, où je m'en rappelle aussi cette sensation de légèreté dans le corps, en fait, cette espèce de légèreté de l'insouciance où tout est pris en charge. Voilà, une espèce de... Tu te déposes comme ça dans la sécurité des parents, de la sécurité de la vie. Et moi, je me rappelle très vite, ça s'est arrêté ce truc-là. Et très vite, je me suis posé des questions et je me suis mise à contrôler les choses parce que il fallait, il fallait être autrement que comme j'étais parce que comme j'étais, ça n'allait pas. Donc très vite, je me suis mise à avoir une survigilance pour changer les choses et à me poser des questions. Tiens, comment faudrait que je fasse? Comment faudrait changer telle chose? Comment faudrait... Donc voilà, une espèce de survigilance perpétuelle, constante et voilà, un truc un peu comme ça. Et voilà, et c'est ça, dans les yeux des autres enfants, ce que je voyais, c'était cette espèce de... qu'on retrouve chez les enfants, cette insouciance. Tu vois, et ça, très vite, je sens que c'est pas resté ici. C'est parti très vite. Ces questions, tu vois, un peu de grand, quoi. Mhm. Ouais, il y a tout qui devait aller vite chez toi, visiblement. Ouais, il y avait un truc un peu d'urgence. Oui, oui, il y avait une sensation d'urgence, comme si ça poussait, comme si j'avais été mise un peu dans un espèce d'étau et puis que ça se serrait, que ça pouvait pas prendre un autre chemin, quoi. C'était, tout devait être amené à la conscience, quoi. C'est vrai, ça a été d'une grande intensité et aujourd'hui, je peux dire merci, mais si je replonge dans l'histoire de la petite fille, elle pleurait tous les jours. Tous les jours, je pleurais. Mais il y avait quand même une phrase qui disait, je rirai autant que j'ai pleuré tout ce début de vie. Je sais pas comment, ces phrases, c'est marrant, ces phrases qui venaient comme t'inquiète pas, ça va aller, ou je pleurais, enfin, c'est bizarre ces phrases-là qui viennent de, voilà, c'est bien sûr, c'est la vie qui se parle, c'est tout le temps la vie qui se parle. Et c'est drôle de les voir, ouais, de les voir réémerger, ouais, ça c'est. De les voir se réaliser. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, adolescente, du coup, tu avais quoi comme, comme vision du monde, en fait? Ah, là. T'étais tout le temps dans ce questionnement intense. Bah, non seulement à l'adolescence, ça s'est amplifié, mais en plus, la violence sous-jacente, parce qu'il y avait vraiment une grosse violence, il y avait il y avait vraiment beaucoup de souffrance et une détestation de tout, en fait. Il y avait une détestation de son histoire, une détestation de ses parents, une détestation de sa famille, une détestation de tout, une espèce de rejet de tout, 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 tout. Donc, ouais, une colère très forte. Euh, Passé à une certaine époque, il y avait même des élans suicidaires, quoi, hein, très, très forts, quoi, de... C'est pas des envies de mettre la fin à ces jours, c'était une envie, et je le revois très clairement l'exprimer comme ça. C'est marrant parce que j'ai quand même rencontré des psys assez sympas, en fait, sur mon chemin, et notamment un qui était là à l'hôpital une fois où, voilà, où je pense j'avais encore fait ce qu'on appelle un appel au secours, quoi. Et je lui avais dit, enfin c'est lui qui m'avait dit, ou je sais plus, en tout cas ça s'était compris à ce moment-là, c'est pas la fin de cette histoire que je veux voir, c'est juste la fin de la souffrance en fait. Ce que ça cherchait, c'était arrêter de souffrir. Mais ça savait pas dans quel sens ça pouvait arrêter de souffrir, donc ça a essayé dans tous les sens. Ça a essayé dans les relations amoureuses, en les multipliant, ça a essayé dans les études, en essayant d'accomplir, voilà, après. J'ai essayé de faire des années d'études, donc je pensais que ça allait passer par les études. Ça a essayé, enfin, c'est pas dans l'ordre, mais en gros, ça a essayé par tous les moyens où ça pouvait essayer de sortir de cette situation de souffrance. Et je me revois adolescente écrire dans un carnet. Mais je ne sais pas qui je suis. Voilà, des questions très profondes d'identité
voilà, il y avait j'étais perdue vraiment. Il y avait cette sensation de vraiment d'être complètement perdue et de pas savoir ce que ça vient faire là, quoi, vraiment. Et, je sais plus à quel âge ma sœur m'a donné le livre de Bouddha. C'était un petit livre qui raconte son histoire et qui parlait de la réalisation du soir, en fait, dedans, qui dit qu'il a médité sous un arbre et qu'il est devenu illuminé, ou je sais plus la façon dont c'était exprimé, mais qu'il a connu l'illumination, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien la pensée qui a jailli, c'était, mais c'est ça en fait, c'est ça la fin. La fin, c'est l'illumination, mais aujourd'hui, je peux l'exprimer comme ça, mais je sais pas, je sais même plus quel âge j'avais. Je croyais que j'avais 10 ans, mais c'est trop jeune, j'avais pas 10 ans, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et après, ça veut pas dire que je suis pas... Voilà, j'ai juste eu ce livre et compris ça. Et donc, il y avait quelque chose d'un fond de sagesse. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on me dit souvent, mes parents me le disaient, ils me disaient, mais t'étais quand même celle chez qui les gens venaient toujours raconter, à qui on raconte tout le temps ses problèmes et tout ça. J'étais, malgré tous mes problèmes à moi, j'étais quand même celle vers qui on allait pour se confier, quoi. Parce qu'en fait, j'étais une bonne patte, quoi. J'étais la gentille, la bonne patte, la fille qui peut tout entendre. Parce qu'en fait, je sais pas comment. J'avais déjà tellement vécu, ça avait déjà tellement vécu de choses que quelque part, j'avais pas, je pouvais, enfin, les autres ne pouvaient pas, ne se sentaient qu'ils ils n'avaient pas honte en fait à me confier leur peur ou leur tristesse parce que de toute manière ici, enfin, c'est pas comme si j'avais l'impression d'avoir tout vu de la tristesse, mais j'ai pas eu de grandes pertes. J'ai pas perdu ni mon père ni ma mère. J'ai pas eu de deuil énorme à faire. Enfin, je pense que voilà, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu ma grande-tante qui sont des êtres chers. Mais je me rappelle très bien au moment de leur mort, je ne sentais pas la mort. Je ne sentais pas la différence entre l'avant et l'après. Pour moi, la mort, elle signifiait rien. C'était très bizarre. C'est la décomposition du corps, ça c'est très clair. Le corps va se décomposer. Mais il y avait quelque chose qui perdurait. J'ai jamais senti que ma grand-mère était morte. C'est trop bizarre, mais j'ai toujours senti qu'elle Mhm. était là. Et c'est bizarre parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte que le jour de sa mort, je n'arrivais pas à être triste. J'étais triste de plus la voir, mais j'étais pas triste. Je sentais pas la mort. Ce que je trouve difficile, c'est les accidents où on voit la personne en souffrance, où on voit le... J'ai perdu un animal comme ça dans un accident et je l'ai vu en train de mourir avec le sang. Et ça a été hyper choquant. Donc, la mort peut être choquante, mais si on perd quelqu'un d'une façon douce, je trouve que c'est presque comme si... c'est comme si la sensation de mort n'existait pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais... Mhm. Je trouve que l'accident, le choc, la séparation brutale, c'est sûrement beaucoup plus violent parce qu'on voit effectivement ce moment de souffrance en fait. La souffrance est difficile, mais la mort, je trouve qu'elle est... Après, j'ai pas perdu d'enfant non plus, j'ai pas eu de gros chocs comme ça, j'ai jamais eu de... Et c'est ça aussi, j'avais exprimé ça une fois à une amie. Je disais, en fait, ce qui est difficile dans la souffrance intérieure, c'est qu'elle est inexplicable. Les gens à l'extérieur me voyaient comme la jeune fille populaire au lycée, tu vois, la meuf cool, qui a plein de potes, qui est cool, qui est jolie, tu vois. J'étais un peu la nana. Mais moi, je me sentais pas du tout comme ça à l'intérieur. Je me sentais dans un gouffre, quoi. Et souvent, c'est ça qui est un peu trompeur, c'est ces souffrances. De sensations internes, quoi. Ouais, Et c'est une souffrance existentielle. Mhm. ouais, qui sont presque inexplicables et qui... Il n'y a pas de raison, en fait. Donc, personne peut vraiment te comprendre. Tu peux pas vraiment expliquer ce qui se passe. Et j'ai eu l'impression que j'ai passé mon adolescence, parce qu'après, j'ai commencé à avoir une thérapeute, une psy, en fait. J'ai fait 5 ans de psychanalyse à partir de l'âge de 19 ans, parce que ça s'arrêtait pas. Et puis après une rupture difficile, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me prenne en main. Et je me suis tout de suite très vite tournée vers moi en mode, mais ça vient de moi. C'était pas les autres le problème, ça vient d'ici, quoi.
Et du coup, en allant voir une psy, d'essayer de comprendre en fait, et surtout de mettre des mots sur cette souffrance et tout ça. Alors, c'était beaucoup dans le personnage et voilà, les histoires d'Olivia et tout ça, mais en tout cas, c'était énorme de pouvoir verbaliser des sensations intérieures. Et en tout cas, quoi qu'on vive, je conseille toujours ouais, de pas rester seul avec ses souffrances, peu importe. Quelle qu'elle soit, quoi, et de pas avoir honte de ce qu'on vit. Moi, j'ai eu longtemps honte et j'ai eu longtemps peur de parler de ce qui se vivait à l'intérieur parce que j'avais peur d'être rejetée, quoi, vraiment. Voilà. D'où l'importance de pouvoir en parler à quelqu'un et de voir qu'on n'est pas rejeté et qu'on est accueilli avec ça, quoi. Ça décharge quand même une grande partie de la souffrance, de la honte, de la solitude. Donc, c'est Ouais. vrai que c'est important. Bah, ça enlève ce que tu viens de dire, une grande part du problème. Parce qu'une grande part du problème, c'est de pas s'accepter dans cette souffrance, en fait. C'est de pas accepter que ça, ce soit là. Donc déjà, quand on peut parler avec quelqu'un, moi je voyais tout l'amour qu'il y avait chez cette psy. Je remercie encore Madame Cazeneuve mille fois. Elle se reconnaîtra si un jour elle voit cette interview. Elle suit tout ce que je fais. Alors encore aujourd'hui. Alors vraiment, ça a été quelqu'un qui pendant 5 ans a amené. Déjà, elle était prof de yoga. C'est trop marrant parce qu'elle était psychanalyste, mais elle était aussi prof de yoga et on avait fait de la sophrologie. En tout cas, on avait fait de l'hypnose. Et je me rappelle déjà me revoir, parce que ça partait tout de suite ici, hein, dès que je faisais de l'hypnose. Par contre, dès que j'ai commencé à ouvrir le champ pardon, de ça, euh, ça partait direct. Et du coup, c'est parti, je me rappelle, pendant une hypnose, je me suis revue petite fille au sein de ma mère, quoi, vraiment lovée dans ses bras. Et tout ça, je veux dire, c'était avant d'avoir entendu parler de beaucoup de choses autour de la spiritualité, quoi. C'était il y a longtemps, hein, j'avais 19 ans, je suis de 86. Bon, faut faire le calcul, quoi. Et c'était déjà, elle m'apportait déjà cet amour maternel, en fait, de la femme qui t'accueille telle que tu es, quoi. Voilà. C'était déjà cette présence bienveillante et pleine d'amour et qui m'a permis après de trouver le courage de partir faire un tour du monde quand même. Donc je suis passée de quelqu'un, même s'il y avait ce côté aventurier déjà chez moi, mais quelqu'un qui était flippé de la vie, terrorisé, négative, à quelqu'un qui a l'élan et qui a le courage de partir au bout du monde pour réaliser ses rêves, quoi. Donc voilà, ça m'a donné énormément de chance. C'est venu vraiment me soutenir et m'apporter ouais, la force, quoi. Tu es partie toute seule faire ce tour du monde? Ouais, je suis partie toute seule, mais ça faisait longtemps que je voulais partir. Je voulais partir après le bac, et puis ça s'est pas présenté. Et puis je suis partie après mes 6 années d'études. Oui, j'ai aussi voilà, j'ai eu envie de faire des études longues parce que tu vois, il fallait voir si c'était pas c'était toujours dans le but de sortir hein, de ce truc, un monde de fond. Et je me suis dit, bah, ça se trouve dans les études. Et puis je suis très curieuse comme personne, donc les études, c'était parfait. Pour voilà pour me donner un os à ronger quoi en attendant de m'occuper des vraies choses et c'était comme si j'avais mis ma vie en pause un peu pendant ces études comme si je savais que ma vie allait enfin commencer quand je pourrais faire ce tour du monde quoi c'est marrant hein c'était et il y a eu la rencontre d'une personne très importante dans ma vie avant ce voyage une femme très profondément spirituelle qui m'a reparlé des anges gardiens avant que je fasse mon tour du monde et Et là, ça a été la porte, la réouverture du monde spirituel. Et c'est marrant parce que je me revois avoir complètement fermé cette porte-là pendant toutes ces années. Très étrange, quoi, parce que, ouais, je voulais pas entendre parler de ça. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle, ça a été très difficile au début de réouvrir cette porte au spirituel, au magique, quoi, au divin, aux anges. Et pourtant, les manifestations, elles ont été intenses et rapides. Enfin, dès que ça a commencé à réouvrir, ça a été tellement drôle de voir des synchronicités absolument extraordinaires qui se sont produites quand ça a commencé à réouvrir la possibilité, euh, la possibilité d'être toujours accompagné des anges gardiens, quoi. Donc ça a été un peu ça, la porte d'ouverture. Et après, il y a eu voilà, ce voyage où je suis partie seule.
Je suis partie d'abord en fille au père pendant 6 mois et après en Australie et puis après Nouvelle-Zélande, Argentine, enfin Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Costa Rica et j'ai fait une escale à New York pendant une semaine et je suis rentrée. Et en fait, il y a eu un moment très très important pendant ce voyage où j'ai rencontré Parce que j'ai fait un film pendant ce tour du monde qui s'appelle Les vignerons, les pionniers de la viticulture biologique des pays du Nouveau Monde. Je voulais rencontrer les... J'étais à fond sur l'environnement, moi, à l'époque déjà, et je voulais changer le monde et sauver la planète. Je hausse les yeux parce que, en fait, sauver le monde et changer la planète, plus tard, j'ai compris que c'était déjà prendre soin de ce monde-là, tu vois. Parce que partir faire la guerre contre les autres sans avoir apaisé tout ce qui était pas apaisé à l'intérieur, ça servait pas à grand-chose. Mais voilà, donc je suis partie avec un projet de film, en fait. J'avais jamais filmé, j'avais jamais interviewé, j'avais jamais tenu de caméra, mais je sais pas, j'ai eu l'élan de faire ce film. Et pendant ce que je rencontrais donc des vignerons perdus en Australie. Je suis allée dormir chez eux vers Adélaïde, dans un endroit complètement perdu, et ils m'ont parlé de la plante de l'ayahuasca, en fait, que je connaissais pas du tout. Et ouais, j'avais 23 ans quand je suis partie, donc autant dire que, voilà, tous ces trucs. Moi, j'avais jamais pris de drogue de ma vie, et de toute façon, j'en avais très peur parce que j'étais très sensible. Je fumais à peine une taf sur un joint. Enfin, je partais très très loin, donc fallait pas du tout que je prenne de choses comme ça. Donc, j'ai jamais trop touché aux drogues, etc. Et là, ils m'ont parlé donc de cette plante sacrée et je revois encore la manière dont ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit, on avait un ami qui était très colérique et qui nous a parlé de cette plante et d'une cérémonie qu'il a fait au Pérou. Et quand il est revenu, il nous a dit qu'il avait fait comme une psychanalyse en accéléré, où il a vu toutes ses parts d'ombre et toutes ses parts de lumière. Et j'avoue que cette phrase, toutes ses parts d'ombre et toutes ses parts de lumière, ça m'a... Je me suis dit, waouh, en une soirée, il a vu tout ça. C'est cool. 10 ans de gagné. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et mais je me traînais toujours ce sac à dos de mal-être, hein, il était toujours là, hein. Et puis du coup, et de peur aussi, il y avait beaucoup de peur et d'anxiété, voilà, c'est toujours été là même pendant tout le voyage. Et, euh, et je me revois faire une prière au lendemain de cette rencontre avec ces vignerons et de dire à la vie, bah, faites que ce soit possible pour moi de vivre cette expérience. Et j'ai changé mes billets d'avion pour pouvoir passer par le Pérou et espérer rencontrer donc un chaman, alors que je connais pas du tout ce monde-là. Je ne sais... Oui, bonjour, vous êtes chaman? Je sais même pas comment faire, tu vois. Comment tu fais? Je Aujourd'hui, cherche un chaman. oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, l'ayahuasca, tout le monde connaît. À l'époque, quand je suis partie, je suis partie en 2012, en 2011. Je suis partie en 2011. Donc, on était en 2011. Franchement, en 2011, je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Et les chamans et tout ça, bon, ouais, mais c'était loin, quoi. Bah oui, c'était au Pérou, pour le coup. Enfin, je savais même pas qu'il y avait des chamans au Pérou. Enfin, en vrai, je crois que j'avais pas du tout conscience de tout ce monde-là. Et j'ai vu le documentaire de Yann Kounen. Et alors, ça m'a pas du tout aidé parce que j'ai eu encore plus peur parce que je voyais des gens dans un état vomir et tout. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer et tout. Et du coup, ça m'a fait peur quand même, ce documentaire. En fait, ce documentaire est bien fait parce que quand même, essayer d'expliquer quelque chose d'aussi particulier que le voyage qu'on peut faire avec cette plante. Waouh, quel défi ce film. Un autre monde, je crois. Mais il était vachement bien parce qu'il y avait des parties avec des scientifiques et qui expliquaient que c'était pas du hasard que les chamans aient trouvé deux plantes, parce qu'en fait, l'ayahuasca, c'est un mélange de deux plantes. Et dans l'Amazonie, avec toutes les plantes qu'il y a, c'était quand même chapeau pour avoir trouvé les deux plantes qui fonctionnent ensemble et qui créent cet effet-là. Les chamans disent que c'est la nature qui leur a donné, que c'est voilà, que c'est la mère divine qui leur a, la Pachamama, qui leur a délivré en fait ce secret. Parce que c'est pas l'ayahuasca qui fonctionne, c'est la chacruna qui donne les visions et l'ayahuasca, ou l'inverse, bref, et inhibe en fait une enzyme du tube digestif qui ferait que sinon il se passerait rien, il n'y aurait pas de vision. Si les deux plantes n'étaient pas ensemble, dans un mélange particulier, cuite avec une certaine température pendant un temps particulier,
C'est ça qui fait que ça fonctionne. Et là, je me suis dit quand même en écoutant ces témoignages de scientifiques qui disaient que quand même, avec toutes les plantes qui existent dans l'Amazonie, que cette médecine-là, il en parlait vraiment dans ces termes-là, que c'était une médecine de l'âme, euh, et c'est pas un truc récréatif. Quand j'ai entendu parler, voilà, des personnes, des anthropologues, des biologistes, voilà, qui parlait de la plante, je me suis dit, ouais, que c'était là, c'est un truc qui, voilà, voilà, ça a rassuré mon cerveau cartésien, l'étudiante que j'étais, et je me suis dit, et puis l'espèce de journaliste, je peux dire espèce, parce que si, j'avais quand même ce côté très journaliste et qui avait besoin de comprendre un peu les choses, même beaucoup, et avant de les faire. Et donc, en fait, il n'a pas fallu que j'aille taper aux portes pour trouver un chaman. Mais j'étais même pas sur le territoire péruvien, j'étais encore qu'en Bolivie. Et je montais dans un bus pour aller au Pérou. Et j'étais à La Paz pour aller jusqu'à Cusco en bus. Très long voyage. Et j'étais même pas rentrée, enfin j'étais à peine rentrée dans le bus. Il y avait David, un ami que j'ai rencontré dans ce bus, il me regardait avec des yeux écarquillés quand je suis rentrée dans le bus. Alors je sais pas si c'était le chapeau, je sais pas quoi, il m'a vu et il m'a regardé tellement intensément avec un regard gentil, vraiment un regard de gentil. Je me suis dit, mais pourquoi il me regarde comme ça? Et je me suis assise à côté de lui, mais... Et en fait, on a commencé à discuter, mais je ne sais même pas pourquoi, je ne me rappelle pas. Et au bout de 10 minutes, il me dit, demain soir, je vais voir mon chaman et je vais faire une cérémonie d'ayahuasca. Mais en 10 minutes, La c'était vie t'a plié. bien entendu. Donc voilà. Donc moi j'étais en mode, je me rappelle avoir les fourmis dans le ventre et en fait je parle de ça parce que ça a été vraiment un moment très important dans ma vie parce que cette cérémonie qui s'est déroulée le lendemain soir, hein, du coup ça a été très rapide, il n'y a pas eu la diète avant, enfin bon c'est bizarre en fait, je suis allée voir le chaman et je lui ai dit mais est-ce qu'il faut que je diète avant? Et en fait, on a parlé très rapidement avec le chaman et il m'a dit non, non, mais ça va, prends au moins une soupe. Parce que du coup, comme j'ai appris qu'il fallait diéter, j'ai arrêté de manger, mais un jour avant et pas les 3, 4 jours avant. Je crois qu'il y a vraiment une diète à faire qui est quand même qu'il faut respecter, mais j'ai pas eu l'occasion de la faire. Mais très vite, il m'a dit non, non, mais je te sentais tout de suite très bien. Et en fait, la cérémonie s'est vraiment transformée en vraiment une expérience de mort imminente, hein. J'ai une autre amie qui m'avait décrit qu'elle avait vécu la même chose et ça a été vraiment une expérience spirituelle très, très, très forte avec réouverture, enfin, ouverture du troisième œil. Jésus était là, Marie était là, Bouddha était là, tout le monde était là. Vraiment, ce soir-là. Waouh. Ouais, c'était téléchargement je dirais, d'années-lumière d'informations. Et le mot année-lumière, je le pèse parce que ça va tellement vite de téléchargement. Enfin, ici, il n'y avait pas suffisamment, le réceptacle n'était pas suffisamment, enfin, c'était dur de retenir toutes les informations qui sont venues s'offrir ce soir-là et c'était énorme en fait comme cadeau. Et ça a été vraiment un rappel, c'était un rappel de ce qui avait été oublié. Mais c'est que des rappels. On passe notre vie à se rappeler de qui nous sommes, quoi. Et c'est marrant parce que cette première partie de vie, je la vois comme dans un tunnel noir, ouais, sans lumière, vraiment difficile, etc. Et puis ce cadeau de la vie qui ramène ouais, une compréhension très intense, quoi, de ce qu'on est, de ce qu'on, voilà, de ce qu'on est et de ce qu'il y a à se rappeler, quoi. Et cet amour inconditionnel qui était là, le fait de voir que la mort n'existe pas, enfin ça c'était très clair à ce moment-là. Il y a eu la sensation de mort quoi pendant cette soirée. Il y a vraiment eu une sensation de mort. Et en même temps, c'est comme si tu crois que tu dois passer une porte au moment de la mort, mais en fait il se passe jamais rien. Enfin c'est comment dire, je me sentais plus vivante que, que avant cette cérémonie, enfin, en tout cas pendant la cérémonie, je me sentais beaucoup plus vivante. Et quand j'entendais des témoignages, parce que du coup, après, j'ai fait des recherches de qu'est-ce que j'ai vécu, quoi, c'était vraiment très fort. Et les personnes qui témoignaient de leur expérience de mort imminente ressemblaient vraiment à ce qui avait été vécu ici, quoi. Vraiment, 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 vraiment. C'était très, très semblable, très similaire. T'arrives à décrire plus précisément,
T'es Curieuse. curieuse. Je suis sûre que tout le monde l'est. On Euh, veut tout savoir. Bah, c'était pas très lumineux au tout début. En fait, déjà, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, il m'a fait prendre une petite coupelle et puis je suis allée m'allonger. Donc, il y avait mon pote David, moi, le chaman, on n'était que trois. Et je suis allée m'allonger et très vite, je suis retournée voir le chaman pour lui dire, écoute, je sais pas pourquoi, j'ai une voix intérieure qui me dit qu'il faut que j'en reprenne. Non, mais tu vois le truc. Oui, bonjour, monsieur le chaman. Alors, c'est la première fois que je viens prendre de l'ayahuasca, mais faut m'en donner deux petits coupitos parce que il va rien se passer sinon. Et donc, le chaman me resserre, il me redonne. J'ai dit, enfin, et ça s'est fait, mais je sais pas comment dire, c'était très clair. C'était, voilà, c'était la voix était très claire à l'intérieur et il était OK, le chaman. Donc voilà, ça allait dépoter, mais ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un... D'abord, en fait, c'est comme si je me revois allongée et c'est comme si je tombais petit à petit dans un espèce de, de, de profondeur, en fait. Comme si tu tombes, en fait, à l'intérieur de toi-même. Je sais pas comment l'expliquer. Aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment au niveau du troisième œil. Alors, je sais pas, mais en fait, pour moi, ça a commencé vraiment comme des espèces de lumières kaléidoscopiques, en fait, au niveau de... Enfin, voilà, ça bougeait, ça changeait de forme, ça changeait de couleur. Voilà, ça, c'était un peu le début. Et puis, très vite, j'ai senti que je perdais le contrôle de... Tu vois, je partais dans une espèce de d'état un peu... J'avais plus trop de force, en fait. C'était bizarre. Je pars dans un espèce d'état. Et là, j'ai commencé à paniquer en fait. Genre, je me revois attraper le chaman par les épaules et lui dire, maintenant, il faut que ça s'arrête. Mais vraiment en mode très en colère. David, David qui était à côté, j'étais en panique quoi. Et David, c'était genre, non, mais là, on va appeler les urgences, faut que ça s'arrête. C'est horrible, c'était vraiment très fort. Et David me prend par les mains, enfin par les poignets, il me regarde dans les yeux, donc mon ami me regarde dans les yeux et il me dit, t'inquiète pas, Olivia, ça va aller, c'est bien que tu le fasses. Tu sais, mais je voyais son visage, en plus, il avait la barbe, David, enfin, c'était vraiment, c'est comme le visage de Jésus, quoi, tu vois. Non, et puis la douceur, il était aussi doux que moi, j'étais en panique, quoi. Donc, ça faisait un truc hyper doux et enveloppant. Non, mais t'inquiète pas, Olivia, c'est bien que tu le fasses et c'est bien que tu sois là. Je suis redescendue et j'observais que la plante, vraiment, c'est comme des formes de vision, mais c'est comme si les mots qui vont venir, c'est comme si elle prend possession de toi. C'est bizarre. Et en fait, elle me disait, je suis en train de te nettoyer. Elle me disait, je suis en train de te nettoyer. Et c'est comme si les lianes, l'ayahuasca, c'est comme des lianes où le serpent est associé en fait à cette image-là de, de l'ayahuasca. Et c'est comme si elle nettoyait en profondeur tout mon corps en fait. Et, euh, et le chaman chantait, et à chaque fois qu'il chantait, c'était encore plus fort l'effet. Alors à chaque fois, je revois lui dire d'arrêter de chanter et tout, parce que vraiment, chaque fois qu'il chantait, ça faisait des lumières et des effets, c'était énorme. Et c'était vraiment inconfortable parce que ça vient, c'est comme si ça vient décaper en fait le corps de l'intérieur, quoi. Et on sait qu'une bonne part de nos schémas neuronaux, de la manière dont on fonctionne dans la tête, ça vient aussi une grande part dans l'intestin, en fait. Des scientifiques en parlent aujourd'hui de ce lien entre l'intestin et le cerveau. Et la plante, elle va dans l'intestin, quoi. Elle nettoie, quoi. Elle décape, hein. C'est clair, on passe beaucoup de temps aux toilettes. On va dans ces cérémonies. Je pourrais pas le dire autrement, mais il y a quand même une grande part de nettoyage. Et donc voilà, il y a eu, je revois ces chants et cette. Alors, tu vois, quand la femme, la vigneronne là, que j'avais rencontrée en Australie m'avait dit, tu verras ta part d'ombre et ta part de lumière. Franchement, la part d'ombre, je revois comme s'il y avait un drap. Je me revois allongée, les yeux fermés, et je ressens un inconfort dans le corps très fort.
Et cette panique qui était là, qui était présente, et après à laquelle je me suis abandonnée avec l'aide du chaman et de mon ami David, par des massages aussi. Une chamane me massait en fait le dos et les poings autour de la colonne vertébrale, comme s'il faisait justement, il aidait à faire sortir des tensions, des toxines, etc. accumulées. Mais j'ai pas conscience d'être partie dans un truc sombre, à part cette panique qui était là. Voilà, ça c'était très clair, c'était cette peur de mourir qui était là, qui était présente, qui après a complètement, voilà, est complètement. Il y a eu le moment où, il y a un moment où on vomit. Enfin, pas tout le temps. J'ai eu l'occasion de faire d'autres cérémonies après et j'ai jamais revomi. Mais cette fois-là, en tout cas, voilà, ça a vomi quoi. Ah. Et en fait, après ça, c'est comme s'il y avait plus que de la lumière, quoi. Ça a été fou. C'était comme un puits de lumière avec un grand triangle au-dessus de ma tête, un grand œil à l'intérieur. C'est trop bizarre, cet œil conscient qui savait qui j'étais complètement. C'est-à-dire dans tous les détails, quoi. Il sait. Donc je rigolais avec cette conscience, quoi, parce que du coup j'ai beaucoup rigolé, en fait. J'ai énormément rigolé. Et j'étais vraiment comme un enfant qui redécouvre l'existence, quoi. Je regardais ma montre par rapport au temps, je voyais que le temps n'existait plus. Parce que, parce que ça faisait au moins des heures que j'étais là en train de réfléchir à quelque chose ou de télécharger une information sur quelque chose, notamment par exemple les mémoires akashiques ou les trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, je connaissais pas du tout ces trucs-là, mais d'un coup, ça me montrait comment l'ADN fonctionnait, comment à l'intérieur de l'ADN, il y avait des livres et des livres dans lesquels on peut lire des choses. Alors, moi, j'étais incapable d'aller lire ces choses-là parce que j'étais pas concentrée, mais en tout cas, ça me montrait comment les choses étaient imbriquées. Ça me montrait des tas de choses et je voyais bien que ça faisait des heures que j'étais en train de réfléchir à un truc. Et non, sur ma montre, ça avait bougé de 5 minutes, quoi. Et ça présupposait déjà cette sensation, c'était incroyable. Il y aura jamais de fin, en fait. Il y aura jamais de fin. Cette existence, et je peux le dire aujourd'hui, c'est une certitude, qu'il y aura jamais, la mort n'existe pas, il y aura jamais de mort, quoi. Ça ne s'arrêtera jamais, ça va repartir dans autre chose et ça va repartir. C'est qu'une espèce de c'est qu'une roue infinie, quoi. Et, et c'est très, très clair. C'est une roue infinie. Et pareil, ce soir-là, c'est marrant, ça me montrait comment la respiration... Mais qui respire quoi? Est-ce que c'est nous qui respirons? Est-ce que c'est la vie qui nous respire, tu vois? Est-ce que c'est à l'inverse la vie qui nous respire? Nous sommes respirés par la vie, tu vois? C'est que des trucs. Bon, voilà, ça c'est... Qu'est-ce qu'on est Et voilà, et il y avait tout ça, et à la fin, ça a fini vers les 5 heures du matin, donc ça a commencé à 21 h 5 heures du matin. Franchement, j'ai fait toutes les pièces de là où on avait accès. Je regardais toutes les peintures qui étaient là en les décortiquant chacune, parce que ce chaman était peintre, enfin, il faisait aussi des peintures, et ces peintures s'animaient, quoi. Ces peintures étaient vivantes, et c'est fou. Enfin voilà, il y a eu. Je pense qu'on pourrait. Ce que je dis souvent, c'est que je pense que j'ai toujours pas fini de comprendre tout ce qui avait été transmis comme information, parce que dans une vie humaine, en fait, c'est pas possible de recevoir autant de connaissances. Voilà, je pense que le temps de saisie des informations, il est limité par rapport à la quantité d'informations qui venaient ce soir-là, quoi. Et j'ai beaucoup rigolé en tout cas. J'ai beaucoup rigolé de cette légèreté de l'être, de cette joie d'être, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai reparlé le premier satsang où j'ai rencontré Pierre et Gérald, je lui avais parlé de cette expérience et il m'avait dit un truc, il m'avait dit oui, mais tu n'es pas allé au bout de l'expérience parce qu'il y avait encore quelqu'un. En fait, à la fin, la plante m'a dit, bon ben ok, c'est bon, t'as compris tout ça? Oui. Elle m'a dit, Tu bon, bah, sais tout. elle m'a dit, bon, bah maintenant, tu retrouves le chemin par toi-même. Parce qu'en fait, la fin de l'expérience, c'était moi, mais pas vraiment moi. Je me rappelle, j'étais comme un vieux monsieur en haut d'une montagne.
et en train de contempler la magnificence de l'existence. C'était vraiment la sensation que j'avais. C'était se remplissant de cette de respirer la magnificence de l'existence, quoi. C'était vraiment cette sensation-là. Et je me suis dit, ah bah c'est ça, alors faut retrouver cette espèce de boule de lumière. Tu vois, j'ai mal compris le truc. Et la boule de lumière, non, c'est pas ça. Et Pierre m'avait dit, t'as pas été au bout de l'expérience. Et en fait, il y avait encore quelqu'un qui faisait l'expérience de quelque chose et qui devrait s'améliorer pour atteindre ce niveau de conscience du vieux monsieur qui regarde cette boule de lumière ou du sage qui guérit le monde de là où il est, quoi. Mais en fait, ça n'avait pas bien compris que même si le message était tu es déjà Jésus, tu es déjà Bouddha, tu es déjà ça pensait que c'était Olivia qui devait devenir Jésus ou qui devait devenir Bouddha ou qui devait devenir un sage en haut d'une montagne. Ça n'a pas du tout compris la signification profonde que tel que nous sommes déjà aujourd'hui, nous sommes déjà parfaits dans notre manifestation en fait. Et c'est un chemin qui continue. Beau. Voilà, j'ai donné plein de Tout détails. était là, quoi. Ouais, ouais, ce Ça a soir-là. été, ça a été dit. Waouh. Là, ça va faire de la pub. Il va Hein? y avoir des... Pour Ça les, va faire de la pub. Il va y avoir des invités volontiers pour le père. pour le Pérou. Mais c'est vraiment en fait un truc que. Alors, si ça doit être fait, faut le faire pas de manière récréative, faut le faire avec une volonté vraiment de. Je pense, ouais, de cœur, quoi. C'est un élan du cœur, hein. Pas une envie de. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun est guidé vers ce qui est juste, quoi. C'est clair que. Mais c'est juste Mais que. si c'est pas juste, ça se fait pas. Oui, puis si c'est pas juste, ça se fait pas. Et j'ai entendu, voilà, des gens pour qui il s'est rien passé malgré des cérémonies. Et voilà, c'est pas la réponse pour tout le monde en tout cas. Et moi, je m'attendais pas du tout à vivre ça, hein. Vraiment, je l'aurais demandé, de toute façon, je l'aurais pas vécu. Je m'attendais pas du tout. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qui était très fort à l'intérieur et qui a dit à la vie, mais montre-moi, montre-moi quoi. Enfin, vraiment, je veux voir, je veux comprendre. Et je pense que ça a été, ça a été là quelque part un peu le. Ouais, je pense. Enfin, j'en sais rien en fait, mais ça a été un cadeau, en tout cas, ça c'est clair. Mais en quoi ça t'a changé? En quoi ça a transformé ta vie ou ta manière de vivre, de voir les choses, d'être? Déjà, j'avais plus du tout de doute sur. Enfin, après tout ça, après cette rencontre avec la plante, j'avais plus de doute. En fait, si, parce que bien sûr, le mental récupère l'expérience. Oui, c'était une expérience psychédélique, c'était n'importe quoi, etc. Et c'est en allant voir les témoignages des personnes qui ont vécu des états de mort imminents, là, j'ai vu que ce que j'avais vécu, c'était quelque chose de. Parce que forcément, le cerveau, enfin, je sais pas comment on fait, mais moi, j'ai mis des doutes, en fait, sur ce que j'avais vécu, malgré la puissance de l'expérience. Mais comme c'est reparti, après, l'état de déprime, etc., est revenu. Après plusieurs temps, c'est revenu, enfin, plusieurs jours c'est revenu. Et du coup, c'est là que j'ai émis des doutes. Si c'était une vraie expérience, ça aurait pas dû s'arrêter, quoi. Je voulais vraiment rester dans cet état d'amour inconditionnel, de joie, etc., profonde. Et en fait, en regardant les témoignages des personnes qui avaient vécu des états de mort imminents, c'est là qu'il y a quelque chose de l'ordre de ah non, en fait, c'est vraiment ça que j'ai vécu et je me retrouvais dans leurs témoignages. Et ces témoignages m'ont complètement ouvert sur une porte qui était de l'extraordinaire, en fait. Waouh, ces gens témoignent de choses magnifiques de l'après-vie. Ils reviennent, leur vie est transformée, ils sont tout pleins d'amour. Et c'est vrai que quand même, il y a eu quelque chose, mais je ne pourrais pas le dire frontalement, mais c'est mon meilleur ami d'ailleurs, Eric, mon meilleur ami que je suis retournée voir après et qui m'a pas vraiment reconnue. Il m'a dit, mais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a amorcé lui-même un chemin spirituel, un chemin intérieur. Il m'a dit, mais t'étais vraiment très différente, quoi, quand t'es revenue. Mais moi, je me rendais pas compte que j'étais très différente. Je pense. D'ailleurs, pendant un an, j'ai peu vu mes anciens amis, sauf lui, parce que j'étais vraiment en décalage. J'essayais d'expliquer ce que j'avais vécu et personne vraiment comprenait. Mes parents m'ont écouté, tu vois, comme quoi ils sont toujours
Ils ont toujours écouté toutes mes histoires un peu cheloues, mais ils ont pris le temps de m'écouter. Ils n'ont pas compris ce que je leur disais, mais ils ont pris le temps d'écouter. Et, euh, et voilà, et mon meilleur ami qui m'a dit mais que j'avais voilà, profondément changé. Et lui, il l'a perçu, en tout cas, il l'a vu. Mais moi, les changements, je peux pas te dire, c'est comme si on oublie ce qu'on est avant et qu'on est ce qu'on est maintenant. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à dire, ah, bah, j'ai complètement changé. Il y a peut-être une fois, en tout cas, qui est arrivée, qui a rendu les choses peut-être plus faciles, mais je suis même pas sûre. Parce qu'après, il y a eu une grande période où je me suis un peu perdue dans les trucs énergétiques et tout ça, tu vois, où je pensais que j'allais aller mieux grâce à tous ces trucs énergétiques. Et en fait, bah, j'étais encore empêtrée, en fait, dans les schémas, quoi. Sauf que j'avais rajouté de l'énergétique par-dessus, donc ça avait créé des crises d'angoisse. Enfin, bon, bref. Non, ce qui m'a beaucoup aidé derrière, ça a été de commencer à pratiquer la méditation. Vraiment, la méditation. Et puis, Tai Chi, Qigong, tout ça, ça a vraiment, c'est venu ancrer comme dans le corps, en fait. Tous ces trucs énergétiques, justement, parce que c'était très, 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 très ouvert quand je suis revenue du Pérou, de mon tour du monde. Vraiment, il y a des expériences très fortes, comme par exemple entendre le son home, tu vois, de le voir. J'ai vu. Un jour, j'étais allongée sur mon lit et j'ai entendu le son home, mais pas le home qu'on fait nous, le son. Tu as déjà entendu le home, tu l'as, non? Ça fait une espèce comme un tremblement de terre en fait. C'est un truc très profond, vraiment, et que des expériences cheloues comme ça. Mais c'est ce que je dis, je me rappelle dans des carnets, je disais, mais à quoi ça me sert tout ça si je me sens pas plus heureuse, quoi? Et en fait, Mhm. vraiment, tous ces cadeaux, c'est beau, mais enfin, à la limite, si tout ça, c'était pas là, tant pis, en fait. Ce qui compte le plus, c'est de se rappeler qui on est vraiment profondément, en fait. Se rappeler cette reconnaissance, en fait, de qui on est. Et donc, ça se passe dans l'intime, ça se passe pas dans l'expérientiel, en fait. Voilà. Donc, il y a eu toutes ces Du coup, comment il y a eu avec toutes ces expériences, il y a eu comment ça s'est fait le lien avec la la non-dualité. compréhension de ce que tu voulais, ouais. Ben, je pense que c'est Alain, et puis en parlant de Pierre et Gérald, quand il m'a dit, la première fois qu'il m'a parlé de Pierre et Gérald, il m'a dit, c'était en 2018, il m'a dit un truc du genre, ça faisait déjà 5 ans que j'étais, ou 3 4 ans que j'étais dans une école de Tao, ça allait déjà beaucoup mieux, je faisais plus de crise d'angoisse, j'avais arrêté les soins énergétiques, tout ça, je voulais plus en faire. Et voilà, j'étais juste sur ma pratique et c'était très bien, pratique physique et puis méditation. Et ça me faisait vraiment, voilà, j'avais trouvé, je pense pour la première fois de ma vie, j'avais une sensation de bonheur. Enfin voilà, j'étais bien. Et puis Alain qui me parle de... Mais il y avait toujours cette recherche de l'ultime, quoi, de quelque chose d'ultime. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Cette idéalisation de devoir atteindre un endroit quelque part qui s'appellerait l'illumination, l'éveil, la réalisation du soi. Non, j'avais pas entendu le mot la réalisation du soi, mais l'éveil. Je crois que c'était ce mot-là, sans vraiment trop savoir ce que c'est, quoi. Et c'est là où Alain m'a parlé de Pierre et Gérald. Et je me revois mais tellement rigoler quand il m'a parlé de Pierre et Gérald, les deux prénoms, quoi, ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai rigolé quand il m'a parlé d'eux. Je me revois mais tellement, tellement, tellement rire. Et la première fois que j'ai mis une vidéo d'eux YouTube, il m'envoie un lien, il me dit, tiens, regarde, c'est eux. J'allume, je regarde, et c'est dans les yeux de Gérald surtout que ça s'est reconnu, mais instantanément, tu vois. Et je regarde le mur qui était derrière l'ordinateur et je me dis, mais bien sûr, c'est juste là, c'est ça, c'est si simple. Mais bien sûr, après, c'est reparti dans l'histoire, etc. Mais par contre, je me rappelle très bien que ça a reconnecté avec un truc qui était là de petite fille, où j'avais la sensation d'être tout le temps observée. Donc c'était comme si ça sentait tout le temps cette
présence qui est là tout le temps, qui observe. Et j'avais reconnecté avec ce truc-là parce que c'est marrant, c'est comme si, et c'est dans les murs. Alors, bon, moi, ça me paraît bizarre, mais moi, c'est souvent quand je regarde un mur, c'est con. C'est là, c'est la partie où on va commencer à rigoler. Mais regarder un mur, ça se reconnaît. Regarde un mur, c'est bête, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, pourquoi le mur? Je sais pas, hein, mais c'est très proche et ça coupe la vue comme ça. Et en même temps, ça ramène vachement à la matérialité de ce qui est de là, en fait. Parce que c'est ce qui est de là. Et c'est pas c'est ce qu'il y a ailleurs, quoi. C'est vraiment là. Et bref. Et puis après, il y a eu plein de satsangs, plein de rencontres bah, avec Olam et puis, une expérience, là pour le coup, je peux vraiment parler d'illumination parce que c'est venu et c'est reparti, donc c'était une expérience d'éveil, mais ça a vraiment été vécu comme illumination. D'ailleurs, c'était très drôle comment ça a été vécu. Et c'était en écoutant une vidéo de Muji, je crois. Et puis le soir, je suis allée me coucher et j'ai commencé à porter l'attention sur la respiration, mais très attentivement. Donc j'étais dans le noir, j'étais la tête sur l'oreiller et je m'écoutais vraiment respirer. Et c'était plus la respiration d'Olivia, c'était la respiration de Dieu. Et Dieu était là et Dieu respirait. Et donc c'était Dieu qui respirait. Et après, ça n'a pas été les pensées d'Olivia, c'était les pensées de Dieu. Et donc toutes les pensées qui traversaient, c'était ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça c'était ça, et tout était ça. Et le dernier truc que j'ai regardé, c'était mon filtre à eau. Et puis ça s'est reconnu dans le filtre à eau et ça a fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est vécu. Et je me rappelle, ça a fait même un bruit à ce moment-là, ça a fait péter une bouteille de champagne, quoi. C'est vrai, c'était vraiment cette expérience. C'est pour ça que je parle d'illumination, parce que, je sais pas, dans l'image qu'on peut en avoir, c'est un peu ça. Sauf qu'en fait, dans l'instant où ça a vécu ça, c'était plutôt mort de rire, quoi. C'était une blague, quoi. C'était vraiment, putain, mais tout ça pour ça, quoi. Tu vois? Et du coup, c'est pas du tout rester calme. Tu sais, on te dit, enfin, moi, j'ai su ça plus tard, bah, reste là et bouge plus, tu vois. Ganga Mira, elle dit ça souvent, elle dit, reste là et ne bouge plus. Mais moi, j'avais pas du tout cette connaissance-là à ce moment-là. Donc, j'ai pas du tout pas bougé. J'ai tout de suite pensé à Alain et je me suis dit, faut que je lui dise. Et au moment où j'ai pensé ça, bah, c'est reparti dans, voilà, cet instant s'est évaporé aussi vite qu'il est arrivé. Mais il a laissé comme un parfum, en fait, surtout dans cette reconnaissance des choses. Et après, il y a eu une période avec beaucoup d'allers-retours, en fait, ah, c'est vu, hop, c'est plus là, ah, c'est vu, ah, ben, c'est plus là. Et voilà, une période comme ça d'aller-retour assez claire. Et puis, beaucoup de rencontres, de rendez-vous, etc. Bah, ouais, depuis 2018, on est en quelle année? 2024. Ouais, il y a eu beaucoup de rencontres. Olivia, c'est c'est une curieuse. Et je sais pas dire si, il y a eu quand même beaucoup d'échanges avec Didier Weiss. Et puis pareil, ça s'est reconnu dès le premier entretien quand il m'a dit, mais c'est ce qu'il voit en fait. C'est pas Olivia qui voit derrière les yeux en fait. C'est ce que tu es. Et là, pareil, ça s'est reconnu dans l'instant. Et puis il y a eu le rendez-vous avec Max Verham aussi qui est sur Internet là. Et alors là, ça a été assez violent parce que je dirais que ça s'est reconnu hein, dans l'instant. Puis ça c'est bien sûr, c'est marrant parce que là, par contre, c'est vraiment quelque chose qui est, ouais, je dirais qui est resté. Mais il y a eu beaucoup je sais pas, il y a eu c'est fou, hein, mais c'est comme si à la lumière de la conscience, c'est comme s'il y a eu des trucs qui sont ressortis peu de temps après, c'était hyper violent, quoi. C'était pas un truc hyper confortable, quoi. Et j'ai eu besoin d'un appel avec Marion et Gérard, parce qu'en fait, je rejette la colère, en fait. C'est un truc que c'est pas du tout. C'est quelque chose que je veux pas. Je veux pas la colère. Donc, forcément, si ça veut pas, bah, ça va le vivre. Et, Mhm.
Et ça, c'est un truc, voilà, je pense que c'est la colère, voilà, c'est ce qui a été, enfin, du coup, je sais pas comment l'expliquer, mais à la lumière de la conscience, des choses qui sont pas du tout vues ou acceptées sont remontées très, très vivement, quoi, très fort. Et heureusement qu'aujourd'hui, heureusement qu'on est bien entouré. Au final, heureusement qu'il y a des personnes comme toi, des personnes voilà, qui, comme Heidi aussi, que j'avais eu au téléphone à l'époque, Anthony, avec qui j'ai changé beaucoup par texto, par audio, euh, bah, quelque part, te, vont dire des mots qui vont te permettre de, comment dire, juste qui, sur l'instant, ça, voilà, c'est bon, en fait. C'est ça, c'est ça. Et finalement, voilà, je sais pas. En tout cas, Max Verham, j'ai l'impression que cette rencontre a marqué la fin d'une recherche incessante de quelque chose d'autre. Une espèce de boulimie de je veux autre chose que ce qui est, quoi. Et là, il y a eu l'arrêt d'une recherche. Voilà, voilà, c'est assez Donc clair. c'était fini les satsangs, les rencontres, les stages, les trucs. J'avais plus du tout envie de ça. Et après, il y a eu quand même, je sais plus si c'est avant ou si c'est après qu'on est allé voir. On a quand même été, on avait peut-être déjà pris rendez-vous avec Kevin, donc avec mon conjoint, qui s'intéresse aussi à tout ça. On avait été quand même voir Marion et Gérard, je pense, à Montpellier. Bref, peu importe, on avait été les voir en tout cas. Et ça prenait plus la forme de comment ça a envie de s'exprimer dans la vie maintenant, quoi. Tu vois, c'était plus qu'est-ce que c'est que tout ça, c'était plus comment exprimer tout ça, quoi. Et on a eu un rendez-vous ensemble qui parlait exactement de ça, quoi. C'est c'est un jaillissement ici, vraiment, et peut-être ça se ressent quand je parle ou quand on... Mais ça a envie de prendre, que ça prenne plein de formes et l'impression que ça a été contenu toute une vie, quoi, et que ça a envie juste de s'exprimer de manière libre. Et quand vous parlez du déploiement, c'est vraiment la sensation que ça a aujourd'hui. C'est une forme de déploiement de ce qu'on est, quoi. Euh, sous... En acceptant la forme que ça va prendre, en fait. En se laissant traverser par la forme que ça va prendre, parce qu'il n'y a personne aux commandes, quoi. Ça prend. C'est pour ça, ce rendez-vous, je sais même pas, en fait, tu vois, ça disait, j'ai suivi juste qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, sinon mon mental, il aurait dit, mais non, pourquoi une interview et tout, je vois pas pourquoi, il n'y a pas d'interview. Enfin, non. Et en fait, l'élan disait oui, alors bah tu dis oui, tu vois. Tu sais pas pourquoi tu dis oui, mais tu dis oui parce que ça dit oui. Voilà, c'est tout. Et ça me fait très plaisir de parler avec toi. Ah, ça me fait plaisir aussi. Mais c'est comme si, ouais, quand il y a cette présence qui se déploie, puis eh ben, ça permet justement à toute la colère, les trucs, les machins de jaillir, mais aussi à, tu vois, la joie, la spontanéité de la petite fille qui a envie de tout tester, de tout expérimenter, de s'exprimer, en fait. Mm. Ouais, ouais, clairement. C'est trop beau. C'est, c'est l'extraordinaire vie, quoi. C'est fou cette vie. C'est du délire, quoi. Il y a ça beaucoup hein, dans cette ouverture. Il y a ce, cet émerveillement, tu vois, puis quand tu es dans la souffrance, dans le truc et tout, tu essaies de t'en sortir, ou même dans la recherche et tout, c'est comme si tu peux pas voir, quoi. Et tout à coup, ouais, tout à coup, t'as comme le temps ou la disponibilité de voir et ouais, de t'émerveiller, quoi. Mm. C'est incroyable. Mm. Alors, bon, on a dépassé l'heure, mais est-ce que c'était OK pour toi Oui, oui, si je carrément. dépasse encore un petit peu? Ça va?
Je suis très, très bavarde. Parce que j'ai encore plein de questions. Sinon, on va devoir faire deux ou trois interviews. C'est ça, c'est une série en fait. C'est drôle. En fait, bon, bah, tu as déjà répondu à, quand même à pas mal de mes questions, je m'en rends compte. Mais ben, j'en avais une qui me tenait à cœur. Ben, on en a parlé un petit peu avant. C'était comment cette présence que tu es, comment tu le vis dans ton quotidien et avec ton ami qui est aussi qui a ce même regard, en fait, qui a cette même vision. Ben, ce qui est marrant, c'est que c'est en échangeant avec Flav, que j'ai interviewé aussi d'ailleurs pour Olam, et Alicia, son amie, avec toi, que je me rends compte que comment ça voit ici, c'est un peu la même chose enfin, que comment toi aussi enfin, comment dire, c'est plus en échangeant avec d'autres que je me suis rendu compte que je parlais de cette évidence, quoi. Mais c'est tellement, comment dire, le mot que je dirais, c'est que c'est très simple, en fait. C'est pas un truc genre. Moi, je pensais que ça allait être un truc genre. Waouh. Et en même temps, on a parlé d'extraordinaire tout à l'heure. La vie est extraordinaire, vraiment, quand on prend le temps de la respirer. 2 secondes, c'est extraordinaire. Mais ce qu'on est, c'est très simple, quoi. C'est vraiment très, très, très simple. Et je dis pas ça comme ça, genre, c'est simple. Je dis. hmm, Je sais pas, j'ai du mal à trouver des mots. Je vais essayer de reprendre ta question. Donc, comment c'est vécu déjà ici? Si, il y a peut-être un mot enfin une phrase qui pourrait peut-être définir aujourd'hui. Je sais que ce que je cherche, c'est déjà ce qui regarde. Tu vois, c'est déjà ce qui est là. Voilà. Ce que j'ai cherché, disons, ce que j'ai cherché toute une vie, c'est déjà ce qui est là. Donc, ça peut se déposer là. Et à partir de ce regard-là, c'est comme si à partir de ce regard-là, sans aucune attente, tiens, je peux aller explorer des mécanismes ou des choses qui sont encore là. Il y a encore des schémas, il y a encore des peurs, des blocages, etc. Mais ça va les regarder depuis un espace qui est curieux, depuis une curiosité. Voilà. Tiens, c'est comment Dieu qui vit à avoir des problèmes. Tiens, voilà. Je crois que c'est ça la phrase. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça en fait. C'est chacun de nous sommes cette expression. Moi, j'aime bien dire Dieu. Ça me parle vachement Dieu. Euh, Dieu qui vit à faire une interview sur un ordinateur avec soi-même. Et là, ça devient complètement chelou quand on y pense. Soi-même qui se répond à soi-même. Alors là, du coup, c'est là qu'on a explosé de rire dans l'autre interview et qu'on va encore rire. Mais voilà. Ah, c'est pas toujours vécu comme ça dans le quotidien. Mais là, si je me pose 2 secondes, oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça. Dans le quotidien, du coup, avec Kev qui est aussi sur enfin, qui est, voilà, qui a cette vision, ben, tu peux pas rebalancer à l'autre, sur l'autre, tes petits machins, tes petits inconforts, parce que l'autre, il te ramène tout de suite il te regarde et en fait, il te désarme, en fait, quelque part. Mais non, mais c'est clair, Je te vois. tu vois, enfin, en fait, ton truc. Et encore, il est assez soft, Kev.
Je veux dire, et il va pas le faire d'une manière violente. Il va juste m'inviter à juste me poser 2 secondes et aller regarder ce que ça raconte, quoi. Tu vois, tiens, bah, tiens, va regarder ce que ça raconte. Donc, on peut pas rentrer dans ce jeu de ping-pong, de dispute, de c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et si on le fait, dans 2 secondes, c'est ah, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Enfin, excuse-moi, enfin, non, c'est n'importe quoi. Je pense que de l'extérieur, ça ressemble à un couple tout à fait classique, normal, hein. Il n'y a pas grand-chose de différent. Peut-être par rapport aux autres couples que j'ai pu vivre avant. Euh, on parle beaucoup et on laisse pas beaucoup de place aux non-dits. Enfin, il y a pas de truc moi, j'ai pas la sensation, en tout cas, d'avoir des trucs qui marinent comme ça, tu sais, en fond et dont je parle pas parce que j'ai peur. Tout va être abordé, tout est un sujet libre en fait. Libre d'être abordé, libre d'être regardé, libre d'être... Et puis lui, il a un tel regard d'amour en fait. C'est assez extraordinaire aussi de vivre avec quelqu'un qui a le cœur pur, vraiment, qui critique pas les autres, qui est pas dans une... ouais, vraiment, c'est pas quelqu'un qui rentre dans un schéma comme ça de critique. Bah du coup, t'as pas la porte de sortie en mode allez viens, on va critiquer tel et tel. Non, tu peux pas faire ça. Les humains, ils adorent faire ça. On adore faire ça parce qu'on se sent trop bien d'aller critiquer les autres. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Très vite, il te dit bah tiens, mais qu'est-ce que ça raconte de toi? Et puis très vite, voilà. Donc du coup, voilà, ce truc-là, tu le fais pas. Et du coup, ben ouais, je pense on s'accompagne l'un l'autre, je sais pas comment on dit, on s'accompagne, c'est drôle, c'est ça compagne. On s'accompagne l'un sur ce chemin qui est un chemin encore, mais de plus de mise en lumière et de d'amour. C'est pas un chemin de découverte de qui on est. Aujourd'hui, c'est un regard d'amour qui se pose sur toutes les parts, en fait. Waouh, Mais c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. magnifique. Hmm. Et lui, il est sur un chemin enfin, depuis plus longtemps que toi, ou c'était un peu parallèle, ou comment? Ce qui est drôle, c'est que des fois, on discute sur nos enfances et tout ça, comment c'était, certains trucs et tout. Et on se dit, mais on a eu la même enfance, quoi. C'est fou. Alors, il n'a pas eu des élans suicidaires comme moi, tous ces trucs-là, mais il a eu des trucs de souffrance de petit garçon, des trucs de décalage avec les autres. Il a eu des moments de questions profondes. Donc, en fait, ces questions-là, elles ont toujours été là. Il était un petit extraterrestre dans sa famille, quoi. Donc, je pense que ça a toujours été en fond. Et comme moi, ça s'est plus révélé, je sais pas pour lui, parce il a souvent été lui aussi, il a été dans l'énergétique, il est passé par le cours en miracle, pendant 1 an, il a étudié le cours, euh, puis après, il a découvert un peu par mon intermédiaire les satsangs de Pierre et Gérald aussi, et puis après, il y a eu toutes les rencontres, et puis après, il y a eu Anna aussi, qui est un super enseignant, notre fille, Le maître. le maître. Non mais attends, non mais la tête du maître Ouais, avec la, ouais, elle a choisi sa famille, hein, ah cette oui, petite. Incroyable. avec avec sa petite, sa prune dans la bouche, C'est Dieu, quoi. coquine. Oui, des fois c'est vrai que ça aussi, ça se reconnaît dans ses yeux. Alors je la vois faire n'importe quoi et puis je sais que c'est Dieu. Alors je lui parle depuis l'intérieur. Je lui dis mais enfin comment dire, je parle à Dieu quoi depuis l'intérieur, depuis mon intériorité. Je lui parle par l'intérieur, je lui dis, bah, tu joues à faire n'importe quoi là. Et du coup, je vois bien qu'elle. C'est comme si le corps, il joue à faire comme s'il faisait n'importe quoi. C'est vraiment, ça se voit que c'est du cinéma. C'est un film, quoi. Elle l'a pas encore oublié, c'est dingue. Hein?
Je pense Hmm. qu'au début, il doit y avoir quand même quelque chose qui reste de... Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Et Et puis puis, bon, ouais, je pense elle vous a pas choisi par hasard. rien, ouais, c'est clair. Et puis, c'est drôle parce qu'elle, elle s'en est coltinée, la pauvre, des satsangs depuis le début. Là, j'écoutais au début, quand enfin, du coup, ça dort beaucoup un bébé au début, puis elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur moi, avec moi. Puis j'écoutais quand même, je bougeais pas trop du lit et je écoutais beaucoup de satsang. Donc voilà, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup d'entretiens. Elle a été bercée par les rires, des rires de Pierre et Gérald ou les expressions assez profondes de Marion et Gérard. Je sais pas, elle a entendu plein de rencontres. Elle va même pas avoir le droit de s'endormir. Elle va pas avoir le droit de passer par l'étape je m'en fiche. Je suis une jeune adolescente qui souffre, ok? Ouais, ouais. Elle saura pas où aller regarder, tu sais. Elle regarde maman, elle regarde papa. Donc, il y a personne pour jouer le jeu. Comment on fait? C'est vrai, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Bon, bah écoute, ça m'a donné très envie de l'interviewer lui aussi. Ouais, ouais, carrément, il serait super content, Kevin. Ah ouais, Ah, à suivre. à suivre, ouais, carrément. Tu fais des interviews maintenant, Marisol, alors? Non, mais je me rends compte que j'adore ça. Ah bah, écoute, en tout cas, c'est un chouette moment. Hmm. Euh, juste peut-être avant de finir, si tu as quelque chose, un conseil ou quelque chose à dire aux Ben, autres dieux. c'est marrant parce que, tu vois, juste avant l'interview, on parlait de comparaison et du mot réalisation du soi et tout ça. Et vraiment, alors en même temps, le fait qu'il y ait ce mot-là permet de savoir de quoi on est en train de parler. Mais je sais que moi, je me suis beaucoup comparée euh, aux autres et à d'autres en pensant qu'ils doivent vivre quelque chose que je ne vis pas. Et cette comparaison recréait le scénario de quelqu'un qui cherche quelque chose qui n'est pas là. Et je crois que si j'ai seulement un conseil, c'est juste de se déposer dans cette confiance, en fait. Et c'est cette reconnaissance de cela, de cette confiance, parce que c'est cela qui est déjà là. C'est c'est ceux qui regardent derrière les yeux, c'est ceux qui fait l'expérience. C'est ça, c'est ce qui fait l'expérience de cette expérience, quoi. Voilà, ceux qui fait l'expérience de cette expérience. C'est cela que nous sommes. Donc, ça ne peut pas se perdre, ça ne s'est pas perdu, c'est ce que nous sommes et ça n'est pas ce que nous cherchons. On ne le cherche pas puisqu'on l'est. C'est juste du coup de se faire confiance. Donc, le seul conseil que je donnerais, c'est vraiment de se faire confiance et de se déposer comme dans un nid, quoi, tu vois, comme de se lever comme dans un nid, dans cette confiance, dans cette reconnaissance et d'en prendre soin comme quelque chose de, voilà, comme la chose la plus précieuse, en fait, qui soit, quoi, cette confiance, cette reconnaissance. Et puis de rester dans cette confiance et cette reconnaissance. Il n'y a pas besoin de rien d'autre, en fait, ni d'aller en parler, ni d'aller le... Voilà, il n'y a rien besoin d'en faire, de dire c'est ça. Non, bah déjà, voilà. J'ai juste resté là, là-dedans. Mm. Et c'est tellement bon. Ouais. Et c'est simple, Mhm. c'est simple. Et ça remplit tous les verres vides du chercheur spirituel que nous sommes. Tu sais, cette avidité, ce besoin de... Ben ça remplit. Voilà. Parce que c'est déjà rempli de ce qu'on est, quoi. Bah, c'est plein en fait. Oui. Merci beaucoup, Olivia.
Bah, Un merci, grand merci du cœur. merci à toi surtout. C'était vraiment chouette ce moment avec toi. Avec plaisir, ouais, c'était un vrai plaisir. C'est Et, trop bien de se parler à soi-même. et avec un parfum différent, c'est fou. Mhm. Avec un parfum différent. Merci Marisol. À bientôt. Merci, Oliva. À bientôt.